Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse. Mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. Si tu veux soutenir le développement de la chaîne, nous avons mis en place le bouton merci qui se situe en commentaire. Ce bouton permet de faire des dons que ce soit de 2€, 5€, 10€, 50€, voire plus. Cet argent servira exclusivement à acheter du meilleur matériel, que ce soit pour les interviews ou pour les documentaires. On te remercie d'avance pour ton aide. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un homme qui était au départ destiné à mourir à 25 ans, mais qui deviendra champion du monde. Un homme qui, au lieu de se plaindre de la vie dure qu'il menait, s'est battu pour ses rêves, ceux d'atteindre les sommets du noble art. Cet homme, qu'on a surnommé plus tard le Prédateur, n'avait pourtant aucun moyen à disposition pour accomplir ce rêve, et bon nombre de marches ont dû être gravies. Ouvrier dans des mines de sable au Cameroun, vagabond à travers l'Afrique pour atteindre l'Europe, immigré clandestin et SDF à Paris, champion du monde poids lourd de la plus prestigieuse organisation de MMA au monde, acteur à Hollywood, jusqu'à affronter le champion du monde de boxe anglaise et être coaché par Iron Mike Tyson. Oui, il a accompli toutes ces choses que peu de personnes peuvent se vanter d'avoir accomplies. Vous l'aurez compris, bienvenue dans un nouvel épisode du parcours consacré à Francis Ngannou. Francis naît le 5 septembre 1986 dans un petit village du nom de Bathie au Cameroun. Il est alors le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Dès son enfance, il vit dans une extrême pauvreté, au point que ses parents n'ont même pas les moyens de lui payer l'école. Ses habits sont usés, son matériel scolaire aussi, et il n'a même pas de quoi se payer un goûter. Voyant ça, ses camarades vont tout de suite le catégoriser et le mettre à l'écart. Comme si cela ne suffisait pas, ses parents divorcent alors qu'il n'a que 6 ans et n'auront pas les moyens nécessaires de l'élever. Francis va alors errer de famille en famille, envoyé vivre chez sa tante, puis chez sa grand-mère. Errer d'école en école où il a toujours du mal à trouver sa place et à s'intégrer. À la maison c'est pareil puisqu'il vit avec 9 enfants, ses cousins qui vont vite lui faire comprendre que certes il fait partie de la famille mais qu'ici il n'est pas chez lui, qu'ils ne sont pas ses frères. Ainsi, dès le début de sa vie, Francis va développer une extrême solitude. Le rêve de Francis était simplement d'avoir un travail, une maison et avant tout d'avoir une famille. Suite au divorce de ses parents, Francis veut devenir avocat. Il sait que ce métier paye bien, voyant à quel point les honoraires que ses parents prenaient étaient chers. Se rendant rapidement compte qu'il est doué en maths, il veut ensuite devenir comptable ou architecte, car il a une facilité à visionner les plans et comprend très vite les choses. Malheureusement, par manque de moyens, il arrête les études. Ainsi, à l'âge de 10 ans, Francis commence à travailler dans une mine de sable à Bathie. Déjà à partir de là, sa vie n'avait plus rien de normal. Alors encore enfant, il faisait un travail destiné aux adultes, n'avait même plus de vacances, même pas de congés, mais il tenait le coup. Il découvre alors la boxe anglaise au travers des combats du légendaire Mike Tyson et c'est ce qu'il veut faire. Il veut faire de la boxe et devenir champion du monde. Cette passion qu'il avait pour les sports de combat lui vient également de son père qui était fan de Rambo et qui était surtout ceinture noire de karaté. Seulement lui n'utilisait pas ses facultés à bon escient car il faisait énormément de combats de rue. Cette réputation qu'avait son père le suivra tout au long de son enfance, réputation qui lui faisait honte, car contrairement à son père, lui n'aimait pas la violence. C'est celui qui m'a le plus éduqué, rien qu'en étant ce qu'il était, parce que je me suis, en sachant ce qu'il était mon père, en sachant qu'il avait cette réputation, et l'idée d'avoir une bonne réputation a une fois changé le cours de ma vie. Tout ce que je faisais dans ma jeunesse, je tenais compte de ce que ça allait avoir comme impact sur ma réputation. Et c'est comme ça, c'est ça qui m'a beaucoup évité la rue et plein d'autres choses. Il décide alors d'utiliser la réputation négative de son père comme une motivation pour en faire quelque chose de positif
et commence alors la boxe. Il voulait faire un sport où il pouvait faire carrière, un sport avec lequel il pouvait gagner sa vie. C'était possible avec le foot, mais lui préférait la boxe anglaise. Malheureusement à Battier, il n'y avait aucune structure pour en faire. Il s'entraîne alors comme il peut, avec les moyens dont il dispose. Quand on avait vu le film de Van Damme, Full Contact, avec Tempo, tout ça, on nous a punis parce qu'on avait dévasté un champ de bananiers à coups de pied. Parce que Jean-Claude Van Damme, lui, il était coup de pied. Travaillant toujours dans les mines de sable rien que pour payer sa scolarité, Francis n'en peut plus de cette vie et de ce travail qui ne mène à rien. Il est alors comme dans une boucle interminable. À l'âge de 21 ans, il décide donc de partir à Yaoundé pour commencer la boxe anglaise et à côté de ça, pour gagner sa vie, il fait de la mototaxi. Seulement, ça ne marchait pas vraiment pour lui et les gens qui le voyaient faire se moquaient, ne croyaient pas en lui, disant qu'il n'y a aucun boxeur camerounais qui a réussi et ça ne sera sûrement pas lui qui va changer les choses. Mais lui est toujours aussi déterminé et comme il n'a pas assez de temps à consacrer à sa passion, il arrête complètement la mototaxi. Il décide alors de partir à Douala, la capitale économique du Cameroun. De là, il vend sa moto pour s'acheter un vélo et son équipement de boxe. Il commence alors pleinement le noble art à l'âge de 22 ans dans l'espoir de pouvoir en vivre. À ce moment-là, même si Francis n'aime pas la violence, il y est confronté pas mal de fois par des grands de son quartier. Il est aussi approché par plusieurs gangs qui tentent de le persuader de les rejoindre, mais Francis ne veut pas de cette vie. Au bout d'un an de boxe, Francis tombe malade et contracte l'hépatite B. Pour autant, il ne lâche pas son rêve qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas réaliser s'il reste au Cameroun. Ce déclic va complètement changer sa vie puisqu'à l'âge de 26 ans, il décide de prendre sa vie en main et de quitter le Cameroun. Son objectif est alors d'atteindre l'Europe. Ses premiers choix se portent alors sur l'Angleterre et l'Allemagne dans le but d'accomplir son rêve. Seulement là, on ne parle pas d'un simple billet d'avion qui conduirait Francis en quelques heures directement là où il le souhaite, mais d'une traversée de l'Afrique et de la Méditerranée par des moyens illégaux. Conscient du danger et sachant qu'il pourrait y avoir des vols pendant cette traversée, il va confier toutes ses économies à sa famille et les prévenir en disant qu'il va dans le nord, sans leur dire qu'il part en Europe pour ne pas les inquiéter. Il savait que c'était sûrement la dernière fois qu'il les voyait, qu'il voyait son village, qu'il ne reviendrait sûrement plus à cause des nombreux dangers qu'il pouvait traverser durant ce périple. Du Cameroun, il se rend au Nigeria en quelques jours. Rien de compliqué car il ne faut pas de visa pour y aller. Les choses se compliquent un peu quand il se rend au Niger, car là, il faut un visa. Il doit donc soudoyer les policiers sans pour autant qu'il réussisse à prendre son argent qu'il cache. Il raconte alors qu'il était obligé d'avaler les billets pour qu'il ne les trouve pas. Du Niger, il va donc traverser le désert du Sahara pour se rendre en Algérie. Imaginez-vous alors Francis et plus de 25 autres migrants à l'arrière d'un pick-up avec le moins de rations possible pour alléger le véhicule. Avec des patrouilles qui sillonnent la région en hélicoptère, sachant pertinemment que des migrants tentent de la traverser. Mais aussi avec des gangs armés qui ont pour seul but de mettre la main sur vous. Et même si l'avantage du Sahara c'est qu'il n'y a pas de feu, pas de panneau de limitation de vitesse, qu'on peut aller le plus vite possible, il ne faut pas oublier que si la voiture casse et ne démarre plus, ils savaient que c'était la fin pour eux. Heureusement, ils réussissent à atteindre leur objectif qui était d'arriver au Maroc. Pourquoi le Maroc ? Car dû à la proximité avec l'Espagne, c'était le moyen le plus simple d'accéder à l'Europe. Enfin le plus simple, pas vraiment, car il y reste pendant plus d'1 an à dormir à côté des forêts de Melilla dans le but de ne pas être repéré par les autorités locales. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Melilla est une des 2 enclaves espagnoles avec Ceuta qui se situe au Maroc. Il suffit alors de passer cette frontière pour être en Espagne. Seulement Francis sera repéré plusieurs fois, et n'ayant pas de papier qui pourrait indiquer où il habite, il n'est pas renvoyé au Cameroun, mais dans le désert. Et Francis récidive et tente toujours sa chance. Et pendant toutes ces années, il vivra le plus dur, se nourrissant de nourriture qu'il trouvait dans des poubelles, de petits animaux qu'il chasse dans cette forêt. Et avant même d'entamer cette traversée, Francis doit tenter de passer la frontière entre le Maroc et Melilla, d'escalader des barrières ultra surveillées et surtout gigantesques avec des tonnes de barbelés qui laisseront des cicatrices que Francis ne pourra jamais oublier. Même en ayant traversé tout ça, il faut encore traverser la Méditerranée et au bout de 6 tentatives, aidé par un canot gonflable où sont agglutinés une centaine de migrants, il n'y arrive pas. C'est seulement au bout de la 7e tentative qu'il réussit enfin à atteindre l'Espagne, à atteindre Tenerife, aidé par un navire de la Croix-Rouge qui les retrouve en pleine mer. Arrivé enfin en Europe, il peut bien évidemment pas rejoindre la France, car il vient de rejoindre le territoire espagnol illégalement. Il est donc emprisonné pendant 2 mois, mais n'ayant aucun papier pour l'identifier, les autorités sont obligées de le libérer car ils ne peuvent pas le renvoyer dans son pays dont ils n'ont aucune idée.
De là, Francis Ngannou rejoint la France, et plus particulièrement Paris, toujours dans l'objectif d'aller en Angleterre ou en Allemagne. N'ayant nulle part où dormir, il va rejoindre plusieurs associations comme la Shorba, où il est accueilli et travaille en tant que bénévole, en aidant à préparer les repas et en aidant à accueillir les migrants. Il est aussi dirigé vers un foyer pour migrants. Seulement, l'insalubrité, la tristesse, le désespoir de ces lieux le poussent à partir. Et comme beaucoup d'autres migrants illégaux, il va dormir là où il peut, c'est-à-dire dans la rue ou bien dans des parkings, notamment du 12e arrondissement de Paris. Beaucoup voient alors leurs rêves partir en fumée quand ils voient que la France n'est pas le paradis qu'ils espéraient, mais lui garde espoir et dit: Ceux que j'ai rencontrés, ils me disaient: tu risques d'être déçu, la France c'est pas aussi le paradis tel que tu t'imagines. J'ai dit: mais je veux pas le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé, et croyez-moi, je vais créer mon paradis. Même s'il n'avait rien, il était super heureux car en France il avait tous les outils à disposition pour parfaire son rêve de devenir champion du monde de boxe anglaise. De là, il va immédiatement chercher des clubs de boxe anglaise et tombe sur le Caïdjin Club dans le 11e arrondissement de Paris et fait la rencontre de Didier Carmon, assistant coach du club, à qui il raconte son histoire et sa volonté de faire de la boxe. Dès qu'il m'a appelé le jeudi pour me dire: ouais, c'est bon, tu peux venir t'entraîner, je suis allé à GoSport. Le premier magasin que je connaissais, c'était à côté du parking, donc je squattais. Tout était cher et j'avais pas assez d'argent. Je faisais les sparring, j'avais pas de protège-dents, mais j'avais rien à foutre. Mais je lui ai dit: écoute, je te vois, je te regarde, ton physique, le charisme que tu as, je pense que tu peux faire quelque chose dans la MMA. Et là, il me dit: mais le MMA, c'est quoi? Au cours de l'été 2013, Francis est mis en relation avec Fernand Lopez qui tient un club de MMA, le Crossfight, qui deviendra le MMA Factory. Salle située à côté du club de boxe dans le 12e arrondissement de Paris. Fernand l'accueille, l'autorise à utiliser tout le matériel dont il a besoin et surtout le pousse à faire du MMA. Seulement, ce sport n'intéresse pas Francis. Lui n'y voit qu'un ascenseur social. Car oui, même si à ce moment-là le sport n'est pas légal en France dû aux frappes au sol qui sont très mal perçues, beaucoup réussissent à bien en vivre à l'étranger. Avant de commencer sa carrière en MMA, peu de gens le savent, mais Francis effectue un combat au K1. Francis rejoint en effet l'académie de boxe de Villejuif dirigée par Pascal Arène et effectue un combat au K1. Sa carrière en MMA, elle, débute par le Pancras dans l'organisation dirigée par Hatch, le 100% Fight, qui verra d'autres Français briller comme Saladin Parnasse, Mansour Barnaoui, Morgan Charrière, Fares Ziam, Fabakary Diatta, William Gomis, Baysangour Shamsudinov, Nassourdine Imavov et plein d'autres. Dès son premier combat dans l'organisation, Francis bat son adversaire Rachid Benzina par une clé de bras qu'il venait totalement d'improviser. Car oui, Francis manque énormément de technique puisque ça fait que 3 mois qu'il en fait. Il combat ensuite Zoumana Cissé. En finale, je suis content de rencontrer Francis. Apparemment c'est un boxeur, mais quand ce que j'ai vu il était très costaud. Pour moi c'est un combat, la mâchoire c'est pas un muscle. Je mange un coup, je vais tomber. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je me sens un peu avec un peu de pression parce que là maintenant c'est un peu plus qu'une finale quoi, parce que c'est un challenge qui est un peu serré. Je m'arrange à lui mettre son premier loss. Et bien que Francis réussit à le connecter pas mal de fois, Zoumana va le coller la majorité du combat et réussir à s'imposer par décision unanime. Le combat était serré, mais il gagne au point. Et ils ont vraiment fait une guerre comme on voit rarement en France. Et ça élève le niveau du Pancras et du MMA. Il faut savoir une chose, c'est un jeune qui a 19 ans. Donc il a le temps d'apprendre. Il ne faut pas griller les étapes et il ne faut pas aller plus vite que la musique. Voilà. Francis pensait alors à arrêter le MMA après le 100% Fight Contender. Mais son ego en avait pris un coup et il ne voulait pas arrêter le MMA après une défaite. Déjà, je m'étais même promis d'arrêter après les Contenders. Mais seulement j'ai perdu mon deuxième combat.
Et ça, je pense que c'est une chose qui m'a permis de continuer le MMA. Parce qu'il était juste, mon ego ne me permettait pas de quitter le MMA sur une défaite. Francis va donc continuer et maintenant plus question de perdre. Entre-temps, il continue de s'entraîner au CrossFight et commence aussi à s'entraîner au Boxing Club de Noisy-le-Grand où il fait des sparring avec le boxeur camerounais Carlos Takam. Quant aux compétitions, Francis va enchaîner les victoires par KO ou par soumission, battant ses 2 prochains adversaires que sont Bilal Tataï, Nicolas Speck et remporte la ceinture du 100% Fight. Malgré son manque d'expérience, Francis continue son ascension et rejoint le SHC. Dans cette organisation suisse, il fait face à Luke Angeleka qu'il soumet par une guillotine en seulement 44 secondes. 8 mois plus tard, il combat au Bahreïn dans une organisation du nom de KHK face à un Brésilien du nom de William Baltudi qu'il met KO dans le 2e round. Au bout de 2 ans de pratique, un bilan de 5 victoires pour une seule défaite et ayant fini tous ses adversaires, le rêve de Francis d'atteindre les États-Unis se rapproche petit à petit puisqu'il signe enfin dans la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC. L'organisation américaine lui propose un contrat de $10 000 par combat plus $10 000 en cas de victoire. C'était dès lors tout ce que Francis n'avait jamais eu et il signe donc ce contrat. Lors de son premier combat, il doit affronter Luis Henrique, un Brésilien qui débute tout comme lui à l'UFC. Expert en jiu-jitsu brésilien, il fait aussi partie de l'équipe nationale de lutte du Brésil. Luis Henrique dominait totalement le combat grâce à sa lutte quand tout à coup, des débuts réussis pour Francis Ngannou qui met KO Luis Henrique au 2e round. 5 mois plus tard, il est matché face à un futur très gros prospect de la division, un expert en lutte, Curtis Blade. Il faisait alors ses débuts à l'UFC, mais possédait déjà un palmarès de 5 victoires pour 0 défaite. Le combat commence, et Francis va subir la lutte de Blade, mais il se montre plutôt dominant debout, et ses coups vont ouvrir l'œil droit de Blade qui ne verra absolument plus rien. L'empêchant de continuer le combat dans de bonnes conditions, les médecins vont donc y mettre un terme dans le 2e round et déclarer Francis vainqueur par TKO. Suite à cette démonstration en striking, il va continuer à épater l'UFC en finissant tout d'abord Bojan Mijlović par TKO dans le 1er round et Anthony Hamilton par Kimura également dans le 1er round. L'année 2017 commence et à partir de ce moment-là, Francis va entrer dans la cour des grands puisqu'il doit faire face à un vétéran de l'UFC qui a commencé sa carrière en 1999. Cet homme, du nom de Andrei Arlovski, est même devenu champion de l'organisation en 2005 et a défendu sa ceinture à 2 reprises. Durant son immense carrière, il affronta tous les monstres de sa génération comme Fedor Emelianenko, Anthony Johnson et batta même Fabricio Verdum, Roy Nelson, Bigfoot Silva ou encore Frank Mir. Seulement, Andrei Arlovski était sur 2 défaites consécutives face à Alistair Overeem et Stipe Miocic. Et bien qu'il soit plus expérimenté que Francis, il ne pourra pas résister à sa puissance de frappe, qui sera d'ailleurs plus tard mesurée comme la frappe la plus puissante de l'histoire, largement devant celle de Tyrone Spong. En effet, celle-ci serait l'équivalent d'une Ford Fiesta qui vous fonce dessus à pleine vitesse, et ça, Arlovski va le sentir. Francis le met KO après seulement 1 minute 32 de combat. Âgé de 30 ans, Francis était alors 6e mondial au classement de l'UFC. 15 jours après cette victoire expéditive, Francis retourne dans le pays où il ne pensait plus jamais y remettre les pieds quand il l'a quitté, le Cameroun. Son retour au pays nous galvanise encore beaucoup plus parce que après tout ce sacre, tout ce qu'il a eu, il a pensé encore à son village. Vraiment, ça nous honore. Aujourd'hui, de voir qu'eux ils sont fiers, ils sont contents de ce que je fais, ça me réjouit. Ça me réjouit d'être un sujet de fierté pour mon pays, pour mon village. Francis, qui rêvait de vivre aux États-Unis, s'y installe partiellement, puisqu'en parallèle de s'entraîner au CrossFight, devenu entre-temps le MMA Factory, il prépare son combat à l'UFC Performance Institute et rencontre son nouveau coach, Dewey Cooper. Dans cette salle, contrairement au MMA Factory, il y avait beaucoup plus de matériel mis à disposition pour le faire progresser. Le combat qu'il préparait devait en effet avoir lieu face à un ancien monstre physique qui avait plus de 60 victoires en MMA, plus de 40 victoires et une dizaine de victoires en kickboxing. Vous l'aurez sûrement compris, Francis Ngannou doit affronter Alistair de Demolition Man Overeem qui était sur une série de 18 victoires pour seulement 4 défaites et venait de remporter 5 de ses 6 derniers combats, échouant seulement face au champion Stipe Miocic. Si Francis venait à remporter ce combat, il deviendrait clairement l'aspirant numéro 1 au titre.
Seulement, il fallait encore gagner. Le choc entre ces deux monstres de la nature a lieu 11 mois après son dernier combat, le 2 décembre 2017 lors de l'UFC 218. Le combat commence et Francis va choquer le monde. Now, this fight is 3 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, Francis the Predator Ngannou. And now introducing his opponent, the former Strikeforce heavyweight champion and the #1 ranked heavyweight contender in the world, All-Star, the Demolition Man, Overeem. And for Alistair Overeem, his 60th professional MMA fight. And Alistair runs at him with a left hook. Very interesting. Alistair with the clinch. All right, break, time, separate. Hands up, hands up, hands up. Not a lot of people burning up Mick Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Oh, goes the win! Francis Ngannou has arrived! Francis Ngannou venait de mettre KO l'ancien champion du monde du K1, du Dream et du Strikeforce par l'un des finishes les plus impressionnants de l'histoire. Look at this left hook. I mean, just perfect on the chin. Maintenant, c'était très clair dans l'esprit des gens, Francis Ngannou portait très bien son surnom du prédateur et était prêt à montrer au monde qu'il allait devenir champion du monde. Après seulement 5 ans de pratique, l'UFC lui accorde une chance pour le titre face à celui que beaucoup considèrent comme le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC, l'américain Stipe Miocic. Le combat doit avoir lieu seulement 2 mois plus tard, le 20 janvier 2018 en tête d'affiche de l'UFC 220. Stipe n'a alors pas perdu depuis plus de 3 ans, enchaînant 5 victoires de suite et comptabilisant un record de 17 victoires pour seulement 2 défaites. Le combat débute enfin, et Stipe savait que si Francis le touchait, ça serait la fin pour lui. Il savait aussi qu'il avait du mal en lutte. Il va alors faire parler son expérience et mettre Francis au sol dès le premier round. Déterminé à devenir champion du monde, Francis va se relever et malgré un manque de précision, il va connecter pas mal de fois à Miocic qui lui voulait perpétuer sa legacy. Miocic va continuer encore et encore à dominer Francis en lutte qui n'avait alors jamais dépassé le 2e round en 12 combats, finissant tous ses adversaires avant. Les failles du Camerounais commençaient à se voir. Déjà sa lutte, qui lui avait fait souvent défaut, ne s'était pas vraiment améliorée en 5 ans. Et de plus, il n'avait clairement pas le cardio nécessaire pour faire les 5 rounds prévus pour un combat de championnat. Stipe va donc jouer sur ça et s'imposer au terme des 5 rounds par décision unanime, infligeant la 2e défaite et la première à l'UFC à Francis Ngannou. Pour rebondir après cette défaite, Francis est matché face à un autre très gros puncher de la division puisqu'il est en effet recordman du nombre de KO à l'UFC. Surnommé de Black Beast, Francis Ngannou doit affronter Derrick Lewis. Connaissant la puissance de ces deux hommes, les fans attendent énormément le combat et pronostiquent un KO obligatoire. La tension monte encore d'un cran lors du face-à-face d'avant-combat. Lewis pousse tout d'un coup Ngannou alors que celui-ci est de nature très calme. Le combat débute. Et contre toute attente, les deux hommes qui craignent énormément leur puissance respective ne vont pas oser prendre de risques. Durant ces 15 minutes de combat, Francis va envoyer seulement 11 frappes significatives contre 20 pour Derrick Lewis, qui remporte le combat jugé encore aujourd'hui comme l'un des 3 combats les plus ennuyeux de l'histoire. Suite à ces 2 défaites consécutives, Francis chute au classement de l'UFC. Il restait néanmoins l'un des poids lourds les plus dangereux de la planète et il va le démontrer. Pour le relancer, l'UFC décide de le mettre une nouvelle fois face à Curtis Blade, qui depuis leur dernier combat n'avait pas connu la défaite enchaînant 4 victoires de suite. Mais peu importe pour Francis, rien n'avait changé depuis leur dernier affrontement. En seulement 45 secondes, l'ancien challenger numéro 1 va mettre violemment KO Blade. L'année 2019 débute et Francis doit affronter un homme qui était considéré comme le meilleur poids lourd de sa génération, l'ancien double champion des poids lourds de l'UFC, Cain Velasquez. Cette légende de l'UFC avait battu les meilleurs de sa catégorie, Cheick Kongo,
Antonio Rodrigo Nogueira, Brock Lesnar, Junior Dos Santos 2 fois ou encore Travis Brown. Suite à de nombreuses blessures, il avait mis un terme à sa carrière en 2016 et effectuait donc son retour face aux Prédateurs. Très mauvais choix de sa part d'effectuer son retour à 37 ans et surtout après plus de 3 ans d'absence face à un homme aussi dangereux. En seulement 26 secondes, Ngannou met KO Velasquez par un violent uppercut. Seulement, même si tout semblait aller bien pour Francis Ngannou car sa carrière repartait de l'avant avec ses 2 victoires expéditives, sa relation avec son coach Fernand Lopez s'était complètement détériorée avec le temps, ce qui le pousse à quitter le MMA Factory pour s'installer définitivement aux États-Unis. Selon Francis, ses combats face à Stipe Miocic et Derrick Lewis avaient été trop mal préparés. Fernand lui dit au contraire que petit à petit Francis n'en faisait qu'à sa tête et ne suivait pas les stratégies mises en place, d'où ces 2 défaites. Si lui, il a une personnalité où il est un peu un self-made. Il aime dire qu'il s'est fait tout seul. Lui, il se sent mal, ça lui enlève de la gloire de dire qu'il y a des personnes qui ont construit une certaine stratégie, une certaine manière de frapper, un certain combo, comme l'uppercut qui va soulever Overeem. Tu as beau lui montrer la vidéo, tu dis, bah, regarde, ça s'est passé comme ça, et il va te dire, ah, là, non, moi j'ai eu un bon réflexe, quoi. Moi je frappe comme ça, et c'est venu. Il a complètement décidé de changer de stratégie et d'aborder le combat comme il a abordé celui qu'il a abordé hier. C'était sur celui de Stipe. Fernand décrit Francis comme une mauvaise personne, lui reproche un manque de reconnaissance, d'ingratitude et qu'il ne prend pas le temps de le remercier en public pour tout ce qu'il a fait. Est-ce que je pense que Francis Ngannou n'est pas un bon gars? Oui, je le pense. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez cash $10 000. Les internautes répondent alors par une vidéo où on voit Francis remercier tous ses coachs à la fin d'un combat, dont Fernand Lopez. And then want to thank all my coaches, Fernand Lopez, Jérôme Le Banner, who is here from the K1 champ who come to help me. Ces multiples allers-retours entre les États-Unis où il prépare ses combats et la France au MMA Factory ne plairont pas aussi à Fernand. Francis s'installe alors définitivement aux États-Unis et plus précisément à Las Vegas. Il s'entraîne dès lors à la salle Extreme Couture qui, comme son nom l'indique, a été créée par la légende, plusieurs fois champion de l'UFC et star de Hollywood, Randy Couture. Là-bas, il est coaché par Eric Nicksick et il y a beaucoup plus de poids lourds, idéal pour préparer ses futurs combats. Ce renouveau va marquer un nouveau départ dans la carrière de Francis qui est maintenant prêt à devenir champion du monde. Avant ça, il doit encore une fois faire face à un vétéran et ancien champion du monde de l'UFC qui était alors sur 3 victoires consécutives, Junior Dos Santos. Mais comme d'habitude, Francis va envoyer Dos Santos au pays des merveilles en seulement 1 minute 11 de combat. Nous sommes alors en juin 2019 et le Covid va apparaître, ce qui va impacter considérablement le monde du MMA. Plus aucun show n'est organisé, et ce n'est qu'en mai 2020 que Francis fait son retour dans l'octogone à l'UFC 249, dans une salle à huis clos qui n'accueille presque aucun spectateur. Il fait alors face à Jairzinho Rozenstruik, un Surinamien de 120 kg et invaincu en 10 combats professionnels. And I really want to fight this big scary guy Francis Ngannou. So, if you hear this right now, I hope you accept this fight, man. Let's give those people a real show. Inside leg kick is there for Biggie Boy. Oh! Oh! It's over. Rozenstruik is out. Whoa! Ngannou Out bad. Out cold. See, that's what we're talking about. You can't make any mistakes. He's too powerful. En moins de 20 secondes, Francis va encore une fois mettre KO son adversaire par une pluie de coups envoyés presque au hasard. C'était clair dans l'esprit de tous. Francis, après cette 4e victoire consécutive, allait devoir faire face à Stipe Miocic, qui était redevenu champion après avoir perdu son premier combat face à Daniel Cormier. Avant ce combat, Francis fait ses débuts à Hollywood puisqu'il a la chance de tourner dans le film Fast and Furious 9. Le combat revanche face à Stipe Miocic, qu'il attendait depuis plus de 3 ans, a malheureusement encore une fois lieu à huis clos à l'UFC Apex. Mais même s'il ne pouvait pas compter sur le soutien du public, il sait qu'il a derrière lui tout un pays qui l'encourage, qu'il peut devenir le premier champion camerounais de l'histoire et enfin accomplir
accomplir en partie son rêve de devenir champion du monde. Il peut aussi compter sur le soutien du champion des poids welter, de Nigerian Nightmare, Kamaru Usman, qui depuis son arrivée à l'UFC Performance Center l'aide à améliorer sa lutte et est souvent présent dans son coin. Étant donné que Miocic avait facilement gagné le premier combat grâce à sa lutte, beaucoup pensaient alors que le combat allait se dérouler de la même manière. Seulement, c'était un tout autre Francis qui combattait ce soir-là. Et contrairement au premier combat, il était très patient et attendait le bon moment pour faire parler sa puissance. Stipe tente alors de l'amener au sol, en vain. Les progrès du prédateur se font clairement ressentir. Le combat est à l'avantage du challenger qui remporte haut la main ce premier round. Commence alors le deuxième round. Francis touche violemment le champion qui tente de fuir mais réplique finalement. Touché, Francis ne va pas reculer mais au contraire tout miser sur l'attaque et envoie un violent crochet du gauche au menton de Miocic qui le met instantanément KO. Le 27 mars 2021, Francis Ngannou prend sa revanche face à Stipe Miocic et devient le nouveau champion des poids lourds de l'UFC. Il avait dès lors battu les meilleurs de la catégorie, mis à part un homme, un prodige français du nom de Cyril Gane. Invaincu en 10 combats, celui qu'on surnomme Bongama venait de décrocher la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC, battant le seul homme que Francis n'avait pas battu à l'UFC, Derrick Lewis. Et ce dernier avait surtout un passé commun avec Francis. En effet, quelques années plus tôt, quand Francis s'entraînait encore au MMA Factory, Cyril Gane s'y entraînait aussi. Oui, même si Francis n'aime pas le dire, il était un partenaire d'entraînement et coaché par le même homme, Fernand Lopez. Mais bien qu'ils s'entraînaient ensemble, ils ne partagent rien de plus, ne sont pas amis et savent que dans l'octogone, c'est une guerre qui les attend. I was not your former teammate. How long we train together, Cyril? No, okay, all right. We don't talk about the longer, but we spar together because we're from exactly the same team. How long we train together? I was based in the US already. No, we was not a friend. That's true, but we was a former teammate. How long we trained together? You did maybe 2 camps or 3 maybe. 2 camps? Je suis content, Francis. Peu importe ce que tu penses, je te respecte. Ne laisse pas tout ça entrer dans ton cerveau. On se donnera la guerre samedi. On donnera la guerre. C'est ça, on donnera la guerre. Le combat entre les deux a lieu le 22 janvier 2022 dans une salle enfin remplie à Anaheim en Californie. Comme un symbole pour illustrer leur histoire, celle d'anciens partenaires, collaborateurs voire amis, Cyril Gane décide de rentrer sur une musique de Tupac dans laquelle on aperçoit des sosies de Biggie qui était à l'époque un proche de Tupac et Puff Daddy qui se félicite de la fusillade organisée sur ce dernier. Here's the former two-time French Muay Thai champion and present UFC interim heavyweight champion Cyril Gane. Francis fait alors son entrée pour la première fois en tant que champion. C'était d'ailleurs la première fois que deux non-américains allaient se disputer la ceinture des poids lourds de l'UFC. Presenting the interim UFC heavyweight champion, Cyril Bongman Gane! Presenting the reigning UFC heavyweight champion of the world, Francis the Predator! Très rapidement, Cyril va prendre l'ascendant sur Francis lors des 2 premiers rounds. Pas surprenant quand on connaît le bagage technique du Français qui avait commencé les sports de combat par le Muay Thai et avait notamment battu Yassine Bouganem. Seulement, ce qu'on saura qu'après le combat, c'est que Francis était blessé au genou droit et que suite à ce combat, il sera opéré et absent pendant plus de 6 mois. Francis était bridé, il ne pouvait pas se déplacer comme il le voulait et face à un combattant comme Cyril, c'était quasiment mission impossible pour gagner par KO dans de telles conditions. Dans le 3e round, à la surprise générale, il va alors l'amener au sol. Yeah, that's what Francis said. Francis Ngannou, that's enormous. Inside control. That was huge. Première fois que Cyril Gane était amené au sol, lui qui était habitué à dominer tous ses adversaires. Oh my goodness. Francis got the oh my goodness, Francis is doing jiu-jitsu.
Ciryl Gane réussit finalement à se relever, mais Francis l'a maintenant compris et tente encore une fois de l'amener au sol. Lors de sa deuxième tentative, Ciryl Gane va tenter une Kimura, mais Francis est trop puissant et fait lâcher la prise. That's a big round for Francis. Yes, it is. Right here you see Francis catch the leg, and look at it, just power slam. I mean, you love that. You gotta love that. High impact. Dans le quatrième round, Francis va encore une fois utiliser sa lutte et dominer Ciryl. Chacun avait alors gagné 2 rounds et le 5e allait être décisif. Ok, je vais être clair avec toi, Ciryl. On perd le combat. On perd le combat. On ne peut pas perdre le combat. Look at me. Take his punk ass down. I believe in you, motherfucker. Hey, we've been through so much shit together. This is you. You understand me? This is you, kid. Let's go. Le 5e round commence et les rôles s'inversent. Ciryl Gane réussit à emmener Francis Ngannou au sol, mais il va commettre une erreur qui va lui coûter ce combat et sûrement le reste de sa carrière. Comme son coach lui demande, il exécute une clé de talon qu'il rate malheureusement. Obstiné, au lieu de tenter de se relever, il va la retenter, mais Francis ne sent absolument rien et reste tout le long du combat au-dessus de lui en position dominante. Yeah, but Gane is adjusting. Oh, now Francis has got his back. And Big mistake. Final 10 seconds, and it looks as though Ngannou will end the fight in a relatively dominant position. Incredible. Goes the full 25 with Ciryl Gane, and perhaps Ngannou will finally win a fight by decision. Le Prédateur est alors encore une fois déclaré vainqueur, conservant par la même occasion pour la première fois son titre de l'UFC. Quant à Ciryl, il perd pour la première fois de sa carrière. Suite à cette victoire, beaucoup attendent alors un combat contre Jon Jones qui venait d'abandonner son titre des poids lourds légers pour monter en poids lourd. Malheureusement, le combat n'arrivera pas. En effet, Francis était depuis quelques années en négociation avec Dana White dans le but de renégocier son contrat. Dana White va alors lui proposer le plus gros salaire de l'histoire des poids lourds, devant celui de Brock Lesnar et juste derrière celui de Conor McGregor et Jon Jones. Seulement là, il n'était pas principalement question d'argent. Comme vous le savez maintenant, le rêve de Francis a toujours été d'être boxeur. Il voulait donc en parallèle de ses combats à l'UFC, pouvoir combattre en boxe anglaise comme l'a fait Conor McGregor. Francis voulait également le retour des sponsors privés, c'est-à-dire des sponsors visibles sur la tenue ou la banderole des combattants. Comme vous le savez sûrement, cela permettait aux combattants de toucher un complément de revenus de la part de la marque grâce à la visibilité qu'ils avaient pendant les shows. Seulement depuis 2014 et le partenariat entre l'UFC et Reebok, puis Venom, les combattants n'ont pas le droit d'afficher leurs sponsors. Ils voulaient également que l'UFC mette en place une assurance santé, chose qui n'existe toujours pas. Certes, les combattants sont couverts en cas de blessure pendant un combat, mais s'ils se blessent pendant l'entraînement ou qu'ils souffrent de blessures après leur carrière, ils ne sont pas aidés et tous les soins sont à leurs frais. Quand on sait à quel point les combattants UFC sont mal payés à leur début, cette non prise en charge peut être un frein à leur carrière. Enfin, ils voulaient qu'un conseil d'administration soit mis en place pour donner la parole aux combattants lors d'importantes décisions. Toutes ces demandes vont être rejetées et Francis met un terme à son contrat avec l'UFC. La ceinture des poids lourds lui est donc retirée et il est dès à présent agent libre. À ce moment-là, beaucoup ne comprenaient pas son choix et se moquaient de sa décision. Des rumeurs commençaient alors à faire leur apparition, disant notamment que le One Championship, célèbre organisation de MMA, lui aurait proposé un contrat de 20 millions de dollars et qu'il aurait refusé. Rumeur qu'il va démentir. Beaucoup se demandaient alors où il allait finir. Quand un jour, le champion du monde poids lourd de boxe anglaise WBC Tyson Fury le call-out dans un combat avec des règles spéciales. Francis Ngannou, I know you're out of contract with the UFC. You want to earn some big boy money? Come see the Gypsy King. Finalement, les deux se retrouvent dans un ring après la victoire de Tyson Fury face à Dillian Whyte le 24 avril 2022. Fury affirme alors qu'il veut affronter Francis, mais toujours rien d'officiel. Quelques mois plus tard, c'est finalement le PFL, une autre organisation américaine qui venait de signer Jake Paul, qui arrive finalement à le convaincre avec une vraie proposition, celle de pouvoir combattre en boxe anglaise et de diriger le pôle PFL Afrique. Chose qu'il accepte. Un an plus tard, en juillet 2023, toujours aucune nouvelle de Francis Ngannou. On le voit seulement faire le show face à Jon Jones lors d'un événement du PFL. C'est alors que le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury est officialisé pour le 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite.
Mais là, pas de règle spéciale. Francis Ngannou fera bien ses débuts en boxe anglaise face au champion du monde poids lourd. En plus de ça, lui qui était fan de Mike Tyson étant petit, fera partie de l'aventure. En effet, Iron Mike Tyson a pris la décision de coacher Francis Ngannou pour ce combat et sera même présent dans son coin. Ce scénario digne d'un film était le rêve de Francis, un rêve qu'il est sur le point d'accomplir, un rêve que tout le monde pensait inatteignable, mis à part lui. Lui qui a toujours cru en ses capacités et qui malgré toutes les difficultés s'est relevé pour accomplir ce rêve, ce parcours qui lui était destiné.